Monsieur Rambaud. La parole est maintenant à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE pour 6 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le débat de ce jour doit être particulièrement utile à nous tous à l'heure où nous engageons l'examen du projet de loi de finances pour 2019. En effet, depuis plusieurs décennies, la dette publique est devenue la clé de voûte des exercices budgétaires des gouvernements successifs. Le discours répété à l'envi par les dirigeants successifs est le suivant : la France vit au-dessus de ses moyens. Si nous ne faisons rien, les marchés financiers vont nous punir en augmentant les taux d'intérêt, ce qui va renchérir le coût de l'emprunt et accroître encore plus notre dette. Cette fuite en avant risque de nous mener tout droit vers la faillite et ce seront les générations futures qui devront rembourser nos excès. Voilà pour le discours officiel répété incessamment par les gouvernements. Ce discours, incontestablement, mérite un examen un peu plus attentif. Est-il pertinent de comparer la dette d'un pays à la dette d'un ménage, comme cela se fait couramment ? Un pays ne meurt pas et ne peut pas être saisi. Comment ne pas prendre en compte le patrimoine, les actifs existants dans notre pays ? Enfin, peut-on envisager la dette publique sans regarder la dette privée ? Pascal Savoldelli l'a fait tout à l'heure dans son introduction. Il faudrait de plus ajouter le patrimoine des ménages français, estimé à plus de 10 000 milliards d'euros. Lorsque l'on dit que la dette représente 100% du PIB, on compare une dette dont le remboursement s'échelonne sur plusieurs années à une valeur annuelle, le PIB. Cela n'est jamais le cas pour un ménage. Si on applique le même mode de calcul à un couple gagnant 32 000 euros par an, ayant une dette de 200 000 euros à la suite de l'achat d'un appartement qu'ils remboursent pendant 25 ans, leur dette représente 625% de leur revenu d'activité, une situation, vous en conviendrez, vécue par bon nombre de nos concitoyens. Pourquoi la Commission européenne, si prompte à inciter les pays à appliquer des mesures d'austérité, ne condamne-t-elle pas les paradis fiscaux en Europe, permettant ainsi à plusieurs dizaines de milliards d'euros d'échapper au budget de la République ? Le budget de la France n'a plus été équilibré depuis 1973. 44 années de déficit cumulé. Le 3 janvier 1973, il fut décidé par les gouvernements de l'époque que l'État pourrait se financer auprès des marchés financiers et non plus auprès de la Banque de France. Puis vint le traité de Maastricht 1992, en son article 104, indique, je cite, « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées Banque centrale nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté, aux autorités régionales ou locales. » Fin de citation. Cela a été rappelé tout à l'heure. En 1974, la dette française représentait 14,5% du PIB. Fin 2017, elle avait atteint le chiffre de 99,2%. Des marchés financiers qu'il convient ici de nommer et d'identifier. On les désigne parfois sous le pseudonyme de zinzin, non pas parce qu'ils sont fous, même si parfois on peut le penser. Ce sont les investisseurs institutionnels. Y figurent d'abord les fonds de pension, ceux qui gèrent l'épargne des retraités américains ou britanniques. Ensuite, les fonds mutuels ou sociétés d'investissement. Et enfin, les compagnies d'assurance et les banques, y compris les banques françaises. Et chaque année, cet accès au crédit permanent, une sorte de crédit revolving, comme on dit chez les anglo-saxons, nous amène à verser à ces créanciers des dizaines de milliards d'euros au titre des intérêts de la dette. Pour le PLF 2019, 42,1 milliards d'euros au titre du service de la dette. Quelle curieuse expression que celle-ci. Le budget de la République ne doit-il pas d'abord servir l'intérêt général ? La fourchette varie selon les années entre 42 et 50 milliards d'euros, l'équivalent de 600 Airbus quand même, de 4 500 000 logements, et des sommes qui pourraient aussi servir un salaire net de 18 000 euros par an à 2 500 000 salariés. Les économistes bien en cours, orthodoxes, nous expliquent régulièrement que la dette serait causée par une prétendue incurie et gabegie de l'État. Or, quand on regarde les chiffres, très précisément, les dépenses publiques restent en proportion assez stables depuis de nombreuses années. C'est bien évidemment d'un déficit de recettes dont nous pâtissons essentiellement. Nous pensons pour notre part qu'il y aurait lieu de procéder à un audit sérieux et intégral de notre dette publique. Depuis 40 ans, la France a déjà payé plus de 1 400 milliards d'euros d'intérêts à ses créanciers. Il faudrait bien sûr évaluer l'impact des multiples dégrèvements, abattements, exonérations, crédits d'impôt, qui se sont chiffrés par dizaines de milliards depuis une vingtaine d'années. Il y a bien sûr, et cela a été rappelé, l'enjeu de la lutte contre l'évasion fiscale.
nous posons la question, quelle est dans le total la part de dette légitime ? Si l'État, au lieu de se financer depuis 30 ans sur les marchés financiers, et qu'il avait recouru à des emprunts directement auprès des ménages ou des banques à des taux d'intérêt réels à 2%, la dette publique serait aujourd'hui inférieure de 29 points du PIB, soit 589 milliards d'euros à son niveau actuel. Maurice Allais disait « La création monétaire doit relever de l'État et de l'État seul ». La Banque centrale européenne ne devrait-elle pas jouer ce rôle économique essentiel, prêter aux États à taux faibles, plutôt que d'inonder les marchés financiers de liquidités énormes qui ne servent que très peu, en fin de compte, l'économie réelle ? C'est une question économique, budgétaire, mais c'est aussi une question politique centrale. Deuxième citation, si vous le permettez, Thomas Jefferson déclarait « Celui qui contrôle l'argent de la nation contrôle la nation ». Vous le voyez, nous avons abordé dans ce débat les aspects financiers et budgétaires, bien sûr, mais aussi les questions de souveraineté, de démocratie et de liberté. Dernière citation pour terminer, le philosophe Gilles Deleuze qui disait « L'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme endetté ». Je vous remercie. Merci, cher collègue.